Je cherchais un début, parce que commencer une présentation sur le roman policier, je me suis dit, il faut mettre dans l'ambiance. Imaginez le cadre. La touffeur remplaçait progressivement la chaleur de fin de journée. Les vêtements collés, et nous ne pouvions plus nous défaire de cette sueur. L'air, avec ce vent du sud, continuait d'assécher les terres. Et là, quelque part, sur la route, alors que l'odeur de pétrichor remplaçait celle du foin, les gyrophares dansaient. Le corps était là. Qu'est-ce qu'un roman policier ? Un roman policier, c'est simple, c'est un crime, quel qu'il soit, que ce soit un vol, un larcin, une bagarre, une rixe, que ce soit tout simplement un meurtre, ce que j'aime beaucoup, que ce soit toute autre chose, en fait, le roman policier part du crime. Pas le délit, mais vraiment le crime. En général, plutôt le crime de sang. Comme ça démarre d'un crime, après, que vient ? Que vient ? Vient l'auteur du crime. Effectivement, à un moment donné, ce crime a été perpétré par une personne. Enfin, s'il y a crime et s'il y a criminel, il y a également enquêteur. On parle de roman policier, pourquoi ? Parce qu'on parle de police avant tout. Ce que je vais vous proposer pendant environ une demi-heure, peut-être un peu plus, en essayant d'étayer ça là d'exemples, je vais vous parler tout simplement de la culture qui a permis, à un moment donné, dans le mouvement de la mise en œuvre de police, l'émergence de ce qu'on appelle le roman policier. Parce qu'en fait, il s'agit de ça avant tout. Déjà, est-ce que vous savez pourquoi on parle de roman ? Non ? Alors le roman, c'est un livre qui est écrit en langue romane. C'est juste pour la petite anecdote, ça n'a rien à voir avec la discussion du jour. Cependant, il est intéressant de le comprendre, c'est qu'effectivement, quand on parle d'une œuvre littéraire s'inscrit toujours dans un contexte. Ce contexte-là, pour le roman policier, je viens de l'exprimer, c'est trois choses, le crime, le criminel, l'enquêteur. Ce contexte-là est également essentiel à comprendre dans le temps, c'est que c'est un roman policier, donc il s'inscrit avec la police. Pour autant, la police n'a pas toujours existé. En tout cas, pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Par exemple, il y avait des formes de connétables qui existaient en Angleterre au XVIIe siècle. Leur principe, quand ils tombaient sur un criminel, c'était de les bastonner, c'est-à-dire leur donner des coups de matraque jusqu'à ce qu'ils meurent. C'était sympa. C'était efficace, rapide. Il n'y avait pas de procès, il n'y avait pas de problème. Cependant, quand est né réellement le roman policier ? Parce que des romans qui parlent d'enquête, il y en a toujours eu. Et pas que des romans d'ailleurs. Nous avons parlé avec Christian il y a quelques instants du Banquet. Donc une œuvre majeure de Platon, Socrate, de la philosophie grecque. Dans le Banquet, il y a un moment, un passage, une enquête policière. Une vraie enquête policière qui est posée par Socrate dans son discours. C'est assez court, c'est fugace, mais pourtant ça pose quand même la prémisse de ce qu'est justement la détermination crime, criminel, enquêteur. C'est intéressant également parce que ça permet d'avoir une approche dans l'histoire de ce qu'est la police en général. La police, ce sont ceux qui maintiennent l'ordre, mais c'est surtout ceux qui font appliquer la loi éthique, la loi morale, la loi publique, la loi administrative par la suite. Et effectivement, le roman policier s'inscrit directement dans cette filiation-là. Est-ce que quelqu'un connaît le premier auteur de roman policier ? Voltaire a fait effectivement des romans qui s'approchaient de l'intention policière, entre autres avec son procès,
qui était très intéressant parce qu'il décrit toute l'enquête et le procès. Je me rappelle plus ce que c'était exactement, mais c'était très intéressant sur un homme qui était accusé à tort dans le Sud et il avait déclamé toutes les problématiques liées à l'enquête. Mais non, ce n'est pas lui. Non, c'est beaucoup plus récent. En fait, le premier roman policier qui existe en tant que tel, qui pose les codes du roman policier, criminel, crime, enquête, c'est Edgar Allan Poe en 1843. Donc c'est relativement récent, c'est aux États-Unis et il y a une raison à cela. Repartons un petit peu dans le contexte fin 18e. Nous avons le Boston Tea Party aux États-Unis. Nous avons, en 1783, les États-Unis qui s'émancipent de l'Europe. Vous avez également l'Angleterre qui a conquis un certain nombre de colonies et a besoin d'établir une régence complète avec une loi unique partout. Et vous avez la France qui, elle, vient de subir la Révolution de plein fouet, et vous avez un petit venu, un dernier venu qui s'appelle Napoléon Bonaparte et qui va ériger tout simplement les bases de la police moderne avec le code civil et bien sûr ce qui va venir derrière, le code pénal. En fait, là, vous avez vraiment les bases de tout ce qui va être la police moderne. Avant, la police, aux États-Unis, c'était le shérif qui s'autoproclamait et autres. À partir du moment où on est devenu État fédéral, il y a eu ce qu'on appelle une police fédérale qui a été mise en place, qui était une union, en fait, des polices avec une loi commune. En Angleterre, pareil, il y a eu la loi de la reine, après la période victorienne qui est tombée, et qui a permis comme ça d'établir différents types de police, entre autres le Scotland Yard qui a été inventé et recréé par la suite, à partir de 1820-23 je crois. Je peux me tromper sur les dates, je suis pas très doué là-dessus. En tout état de cause, vous avez une police moderne qui se met en place. Et ça va avoir son importance. Mais pourquoi une police moderne se met en place ? Parce qu'on en a besoin. Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Pour plusieurs raisons. Nous sommes, j'ai cité quelques pays, États-Unis, Angleterre, France. On peut citer le Canada qui a vécu exactement la même chose que les États-Unis sur cette période, donc 1800, 1850, 1880. Après, j'aurais pu parler également de l'Espagne, de l'Allemagne ou des pays nordiques. Il n'y avait aucun souci là-dessus. L'histoire est sensiblement la même. Pour autant, il y a des particularités pour les premiers pays que j'ai cités, États-Unis, Canada, France et Angleterre. C'est que ce sont les premiers pays à s'industrialiser. Les États-Unis, grâce au chemin de fer, entre 1800 et 1850, grâce au pétrole à partir des années 1870, l'Angleterre grâce au charbon, et la France grâce à la France, comme on pourrait dire. Et en fait, cette période d'industrialisation a provoqué un certain nombre d'éléments. D'une part, il y a eu une émancipation des peuples. Effectivement, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont fait énormément sur l'universalité de la pensée occidentale. Ça compte beaucoup, parce qu'il y a eu diffusion à partir de ce moment-là d'une idée commune de l'humanisme, de l'éthique, de la morale, et également une diffusion commune du droit. Attention, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de question de droit avant. Je dis juste qu'à partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose de plus commun qui a été mis en place. Ensuite, l'industrialisation. Industrialisation, c'est multifactoriel, mais ça a provoqué deux choses. La première, c'est tout simplement qu'on a eu besoin de main-d'œuvre, donc désertification de tout ce qui était ruralité, et surtout, ça a créé beaucoup de promiscuité. Cette promiscuité, ça a été une urbanisation galopante qui a été extrêmement importante et qui a suivi d'ailleurs l'industrialisation en tant que telle. Par exemple, le premier pays à avoir franchi 50% des personnes habitant en ville et 50% des personnes habitant en campagne, ça a été l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre, ça a été le pays qui s'est industrialisé le plus vite.
Mais les villes, qu'est-ce que c'est? En fait, à notre époque, nous parlerions non pas de villes, mais nous parlerions de ghettos, nous parlerions de favelas, par exemple. Parce que l'urbanisation rapide, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué des migrations de personnes nombreuses à des endroits donnés, mais sans habitation derrière, sans possibilité de loger, sans possibilité de vraiment avoir un cadre de vie suffisant pour venir en famille. Dans le contexte, vous imaginez bien, on en a parlé avec un collègue tout à l'heure, toute la vie à la Dickens. Les enfants dans les rues de Londres qui vont voler, les bagarres, les ripailles et tout ça. Et il va y avoir une nouvelle criminalité qui va naître, la criminalité urbaine au sens propre. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de criminalité à l'époque du Moyen-Âge. C'est juste qu'elle n'était pas du tout vue de la même façon, d'une part, et d'autre part, dans les villes, elle était surtout liée aux lieux de passage et d'échange. À partir des années 1830-1840, en particulier à Londres, mais pas que, les gens restent à demeure dans les villes. Et le fait de rester à demeure dans les villes fait qu'on est dépendant de cet organisme urbain et qu'on est dépendant également d'un moyen de gagner de l'argent. Si on a eu de l'urbanisation, c'est qu'on a appelé des gens pour travailler, sauf que le travail, on l'avait pas forcément à vie. Donc une nouvelle criminalité qui s'est installée, et d'ailleurs il y a eu un accroissement entre 1850 et 1900 de plus de 100% de la criminalité dans les villes par rapport à ce qu'il y avait avant. Je n'ai pas pu avoir exactement toutes les informations, donc je ne sais pas si c'est un effet statistique, parce qu'on a su, à partir d'un moment, avec un organe policier, faire des statistiques sur les crimes, ou si c'est réellement un accroissement de 100% de la criminalité par rapport à ce qui se passait avant. C'est toujours pareil avec les chiffres, on a toujours le doute entre est-ce vraiment le bon chiffre, ou est-ce que c'est un effet d'annonce, ou est-ce que c'est tout simplement parce que, arrivé à un moment, on compte les choses. Par exemple, avant 1900-1920, ce qui est arrivé aux enfants, ça n'avait pas d'existence. Après 1920, après la Première Guerre mondiale, dans les pays européens, on a commencé à se dire « Ah ben si on tape les enfants, il y a peut-être quelque chose à faire ». Et là, il y a eu des premières notifications de crimes sur les enfants. Avant, ça n'existait pas vraiment. C'est étonnant. Pourquoi on a arrêté? Pardon. Alors, urbanisation forte. Il marche plus. Il marche plus. Alors, je vais continuer sans micro, c'est pas grave. Je vais pousser la voix un petit peu. Organisation forte en termes de ville, nouvelle organisation au niveau des polices, changement également de contexte au niveau de la comptabilité de la criminalité, changement également de contexte des crimes. Avant, les crimes, ça se passait à la campagne, il y avait le frère qui voulait la fille que le frère a eue, conclusion, il se suicidait et puis personne n'avait la fille. Arrivé en ville, on a changé de contexte parce que là, on arrivait sur des crimes toujours de convoitise, mais de convoitise complètement différentes. Forcément, ça a inspiré. Ensuite, il y a eu un changement de paradigme fort. On ne travaillait plus dans les champs, on ne travaillait plus chez soi, on travaillait chez quelqu'un. Et il y a eu ce qu'on appelle l'emploi qui est arrivé. L'emploi, c'est les années 1810-1820. Avant, c'était quelque chose de très anecdotique. L'emploi était réservé aux esclaves ou aux gens de maison. Mais à partir des années 1820, il y a eu l'emploi dans les entreprises et les industries. Et ça joue beaucoup. Pourquoi? Parce que qui dit emploi dit durée du temps de travail. Vous vous rendez compte qu'on est passé de travailler dans les champs 24 heures sur 24, grosso modo, à travailler chez un employeur seulement 14 heures par jour. Ça voulait dire 10 heures à tuer. Non, je le dis en plaisantant un petit peu, mais il y a eu quelque chose derrière qui a été le début du loisir. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que qui dit début du loisir dit début de l'occupation du temps.
Les livres, avant les années 1800-1850, étaient réservés à un seul type de population, les riches. En fait, c'était les aristocrates qui étaient éduqués, c'était les bourgeois qui étaient éduqués, et les livres leur étaient destinés. Lorsque vous voyez Frankenstein qui sort, c'est Mary Shelley sous l'influence un peu de Byron, qui va écrire une nouvelle qui va devenir un livre beaucoup plus cossu, et qui va d'ailleurs être connu comme étant le premier livre de science-fiction qui existe. Ça n'est pas tout à fait le premier parce qu'il a été inspiré de livres déjà existants, mais en tout cas, il est considéré comme tel. C'est un livre de 1818, je crois. Ah, je l'ai noté. 1818, c'est ça, je me trompe pas. C'est un roman gothique, roman d'aventure, premier livre de science-fiction. Donc on est dans une période extrêmement fertile, début du 19e, où on va créer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses liées à l'industrialisation directement. Frankenstein est inspiré par le galvanisme, entre autres. Par la suite, il va y avoir le mesmérisme, qui va également amener beaucoup d'autres livres. Et c'est extrêmement intéressant dans cette dérive-là. Le roman policier s'inscrit dans la découverte de la preuve. Déjà, le crime commence à fasciner. On est en ville, on s'intéresse à ce qui peut arriver en ville, là où, à l'endroit où l'on vit. Et quand il y a un crime qui est commis proche de chez nous, bah, ça fait parler. On aime bien ça. Mais parler ne suffit pas. À un moment donné, il va falloir l'écrire. Comme je disais, dans un premier temps, tout le monde, tous ceux qui lisaient, c'était les gens qui étaient éduqués. Sauf que, au début des années 1800, seulement 20% de la population était alphabétisée. Ce qui n'est pas énorme. Pour autant, industrialisation passe par là. On a eu besoin d'employés qui savaient lire, ne serait-ce que lire les fiches, les consignes, les nombres, pour pouvoir travailler sur des chaînes, pour pouvoir vendre, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir recevoir des courriers, des télégrammes, pour pouvoir en envoyer. Le début du secrétariat, le début de l'administration, le début de la logistique. Tout cela a fait que beaucoup de gens ont appris à lire pour le travail. D'ailleurs, vous le remarquerez en regardant Downton Abbey, bien que ce soit un peu plus tard, l'apprentissage de la lecture et l'apprentissage de l'utilisation des outils modernes y est très bien détaillé. Et c'est extrêmement intéressant de voir la corrélation qu'il y a eu entre l'industrialisation d'un côté, l'urbanisation, mais également l'apprentissage de la lecture. Je rappellerai l'école obligatoire, Luc Ferry, les choses comme ça. Oui, c'est bien Luc. Donc, c'est pas Luc, c'est Jules. Jules Ferry, autant pour moi. Oui. Donc, Jules Ferry est l'école obligatoire en France, mais il y a eu également l'école obligatoire en Angleterre, aux États-Unis, partout en même temps, plus ou moins. Oui, l'Angleterre, c'est à partir du XVIIe siècle sur une partie de la population et à partir du XIXe sur une autre partie de la population. Et c'est ainsi que de plus en plus de gens ont su lire, ont su écrire et avaient des loisirs. Ils n'ont pas lu des livres tout de suite parce qu'il y a une nouvelle population qui a été créée à ce moment-là. Ça s'appelle les journalistes. Voilà. Encore une fois, invention anglaise qui a été très inspirante du côté de New York, de Chicago, de Détroit. En fait, la partie riche des États-Unis, enfin riche culturellement, un peu moins financièrement, ce qui a provoqué entre autres une petite guerre, mais on en parlera peut-être une autre fois. Et en fait, les magazines sont venus à ce moment-là s'installer dans le public pour informer, pour parler, avec la petite image du crieur de journal dans les rues de Londres, le petit Gavroche également à Paris, un petit peu plus tard, différemment. Donc le journal qui était au départ un organe de propagande, de diffusion d'informations, qui était relativement dirigé, encadré, est devenu le magazine avec une ligne éditoriale générale, mais pour que le magazine puisse fonctionner, il a fallu intéresser les gens à racheter le prochain numéro. C'est ainsi qu'on a vu apparaître deux éléments.
Le premier élément, c'est les dessins. Les dessins dans les magazines. Effectivement, la fameuse bande dessinée vient de cette période-là où il a fallu intéresser les gens à une histoire. Et en fait, attendant la suite, automatiquement, ils sont arrivés pour capter l'attention. La deuxième chose, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, en tout cas Conan Doyle, qui a écrit un certain nombre de nouvelles avec ce détective un peu particulier, qui a été vraiment celui qui a posé les bases du roman de détective d'ailleurs. Les bases du roman de détective, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode déductive. C'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas, qui n'a pas besoin de preuves matérielles, parce que celles-ci s'imposent a priori. Et c'est extrêmement intéressant, quoique c'est extrêmement intéressant dans une époque où il n'y a pas d'empreinte digitale, pas d'empreinte génétique, pas de possibilité d'avoir, je sais pas moi, tout ce qui existe aujourd'hui en moyens modernes pour pouvoir sortir de l'argumentaire purement intellectuel. Ce Sherlock Holmes, d'ailleurs, a été très intéressant à la fois pour la vie et pour la mort de certains magazines. Durant les chutes du Reichenbach, quand ce fameux Sherlock finit par mourir, une première fois, eh ben, il se trouve que le magazine a coulé. Voilà. Et il a perdu 80 à 90% de ses ventes en un épisode. Le magazine s'est battu pendant des années pour qu'enfin Conan Doyle fasse quelque chose de nouveau. Par exemple, le chien des Baskerville. Mais Sherlock Holmes n'est toujours pas là. Ça gêne. Et puis finalement, il revient une fois de plus. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a eu une croisée entre différentes choses. D'une part, l'alphabétisation qui a permis, à un moment donné, de permettre à des gens d'aller au-delà de leurs conditions initiales, d'une part par le travail, d'autre part par l'apprentissage direct, avec l'école obligatoire, avec l'éducation d'État, parce que la notion d'État n'existait pas encore totalement. L'État, c'était un royaume, c'était un roi, c'était une zone, mais ça n'était pas forcément un État en tant que pays. D'ailleurs, les États vraiment fabriqués, la France, avant Napoléon, c'était plus un royaume parcelé, régionaliste. Voilà, il y a quand même des choses à ce niveau-là qui ont été très fortes. Pourquoi? Parce que même code partout, même loi partout, diffusion complète à tous les étages, quelle que soit la région, quel que soit l'endroit. Création des préfectures. Alors les préfectures napoléoniennes sont effectivement très françaises, mais ne viennent pas que de la France. Et les préfectures, entre autres en Angleterre, il y en avait dès le XVIe siècle. Oui, je crois que c'est ça. Donc c'est extrêmement intéressant de travailler là-dessus. Deuxième chose qui a fait que, c'est l'avènement des magazines et du feuilletonnage. L'idée, c'était d'avoir quelque chose qui puisse attirer le chaland et lui donner envie de racheter plus tard. Le mercantilisme, c'est vraiment le monde industriel tel qu'on le connaît qui a débuté à ce moment-là. On voit la prémisse du monde moderne, du consumérisme, et vraiment dans une forme d'absolu, parce que l'objet culturel qui est le plus fort à l'heure actuelle encore, qui est le livre. Alors, c'est pas une comparaison de niveau, hein, on est bien d'accord. Hein. La peinture à son niveau, c'est pas du tout ça. La musique également, le cinéma, c'est uniquement parce que le livre, depuis Gutenberg, c'est le média le plus puissant pour transmettre de l'information et la conserver. Voilà. Donc, cet objet culturel extrêmement puissant, le livre, s'est popularisé. Avant, il y avait Orgueil et préjugés. Effectivement, très bon livre. Une autrice magnifique, on est d'accord. Donc j'ai complètement oublié le nom là. Mais c'est pas grave. Et en fait, ça s'adressait à qui? À des femmes bourgeoises, nobles, qui s'émancipaient d'un milieu aristocratique particulier. Ça s'adressait pas à monsieur et madame tout le monde. Avec les magazines, on a créé vraiment le roman populaire. Et ce qui faisait envie pour pouvoir acheter le prochain. Mais il n'y a pas eu que ça. La criminalité également, je vous en ai parlé, changement de criminalité parce que changement de zone urbaine.
On est passé de la ruralité, où on se tuait entre frères pour conquérir la belle-sœur, et on est passé dans un monde où on était resserré, on vivait ensemble, la criminalité a forcément changé. Et avec cette évolution, la police. Donc, là, on a déjà pas mal d'éléments qui permettent de faire advenir le roman policier tel qu'il existe aujourd'hui. Mais il a fallu quelques détails de plus tout de même. De légers détails. Tout simplement, en 1820, le prix d'un livre, c'est 5 jours de travail. Aujourd'hui, le prix d'un livre, c'est une demi-journée de travail. À peine. Et ça, c'est grâce à quoi? Ça, c'est grâce à l'industrialisation, au procédé de fabrication du papier. Le papier a été divisé par 15 ou 20 au niveau du prix en seulement 20 ans. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et pourquoi il n'a pas baissé plus? C'est tout simplement que quand l'Angleterre a commencé à utiliser du charbon pour pouvoir faire fonctionner ses usines, pour les machines à vapeur et autres, elle a également énormément consommé de bois pour pouvoir consolider les mines. En fait, quand il y a eu le début de l'utilisation du charbon, qui devait remplacer le bois, eh ben non, on a utilisé d'autant plus de bois parce qu'on en avait besoin pour exploiter les mines. Et ça aussi, c'est un passage intéressant de l'empilement qu'il y a eu au fur et à mesure des types d'énergie que nous avons pu utiliser dans l'industrie. Par la suite, effectivement, avec le pétrole, il y a eu une facilitation et une baisse encore des prix et des coûts au niveau de la capacité à faire des livres. Tout cela a permis de faire en sorte qu'un livre devienne tout simplement un objet, oserais-je dire, commun. C'est déjà pas mal. Voilà comment le livre policier est venu. Croisement de différentes choses. La première chose, c'est tout simplement l'industrie qui a permis à la fois de libérer du temps, de concentrer les personnes, de modifier l'organisation des populations, donc de gérer de nouveaux problèmes. Donc, on a mis en place, face à ces nouveaux problèmes, de nouveaux moyens de les contrôler, des moyens de coercition et des moyens également de diffusion de savoir, de connaissances, d'où l'école obligatoire, d'où l'alphabétisation. Vous voyez, le changement d'utilisation, le changement du travail a provoqué tout ça. Alors bien sûr, l'issue de tout ça, ça n'est pas que le roman policier. Il y a eu énormément d'autres types de romans. Entre autres, j'ai cité Frankenstein. Avec Frankenstein, vous avez eu le début des romans de type fantastique ou de science-fiction, ce qui a donné du Jules Verne, par exemple. Jules Verne, extrêmement intéressé d'ailleurs à l'effet industriel. Pareil. Sherlock Holmes en est un, c'est un fruit effectivement de ce type-là. Et Sherlock Holmes a posé deux bases. Sherlock Holmes a posé la base du roman déductif, d'une part, et d'autre part, il a posé une autre base qui est extrêmement intéressante, c'est la base du mystère. En fait, dans Les Chiens de Baskerville, il est toujours quelque part sans être là. Et ça, c'est un mystère qui sera élucidé plus tard, d'ailleurs. Dans Les Chutes du Reichenbach, c'est pareil. Il y a un mystère. Qu'est-ce qui se passe réellement? Le mystère, dans le sens du roman policier, c'est quelque chose qui ne devrait pas, mais qui est quand même. Et le mystère, on va le retrouver par la suite, surtout en 1900, avec un héros qui s'appelle Rouletabille, Gaston Leroux. Le mystère de la chambre jaune. Rien que dans le titre, il le place. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, le mystère de la chambre jaune? Une pièce fermée, une chambre jaune, voilà. Une fille qui se fait agresser, les gens rentrent, il n'y a que la fille. Quid? C'est quand même étrange. Et là, on arrive sur quelque chose qui est très particulier en termes du roman policier, c'est un glissement sur le roman à enquête. Avant cela, on était vraiment dans quelque chose de très construit, de très défini, qui était autour du mystère déductif et des antagonismes qu'il pouvait y avoir entre un super gentil et un super méchant. Ou un anti-héros et son pote. Voilà, Moriarty et Sherlock Holmes sont quand même assez semblables. Mais ils étaient semblables en quoi? En leur capacité intellectuelle. Pour le reste,
Il y en a un qui était immoral, l'autre totalement amoral. C'est intéressant d'ailleurs d'en faire une lecture comme ça aujourd'hui. Avec Gaston Leroux, on découvre autre chose, on découvre une enquête qui couvre un mystère, et on découvre le jeu des faux-semblants. Et ça, c'est extrêmement intéressant également parce que c'est une évolution dans les mentalités qui a permis ça. Une évolution d'ailleurs qui va se retrouver avec la propagande qu'il y a eu durant la Première Guerre mondiale. Là encore, on inscrit vraiment l'histoire du roman dans l'histoire en général. Il y a eu d'autres évolutions par la suite dans le roman policier qui sont très marquées. Comment parler d'ailleurs du roman policier sans parler de Miss Marple, Hercule Poirot, des choses comme ça. Voilà. Par exemple, l'un de mes romans préférés, Une mémoire d'éléphant. 4 petites histoires d'Hercule Poirot qui se recoupent les unes les autres. Voilà. Juste magnifique. C'est un goût personnel, hein, on est bien d'accord. Mais Agatha Christie a fait beaucoup plus fort, elle a inventé un style à elle toute seule. Prenons, le meurtre de Roger Ackroyd. J'aurais pu prendre aussi La Maison Biscornue pour d'autres raisons, mais on se recoupe là-dessus. Le meurtre de Roger Ackroyd. Il faut savoir que dans les Hercule Poirot, ce n'est pas Hercule Poirot qui raconte Hercule Poirot, bien que Hercule Poirot se raconte beaucoup quand même. Il a un côté Hercule Poirot, quoi. Sans dire que c'est le meilleur, il se dit quand même, oui, non, je suis le meilleur. J'aime bien. Et en fait, ça n'est jamais Hercule Poirot qui raconte Hercule Poirot, soit c'est son ami, Atkins, soit potentiellement ce sont d'autres personnages qui racontent le mouvement de l'enquête. Dans le meurtre de Roger Ackroyd, c'est le médecin du village qui raconte, si je me souviens bien. Alors je l'ai lu il y a une quinzaine d'années, ce qui fait que ma mémoire peut peut-être un petit peu flancher. Mais cependant, pour autant que je m'en souviens, c'est le médecin du village qui raconte l'histoire et qui va raconter à la fois les questions et les réponses. Et là, on va découvrir l'art subtil, vraiment subtil, presque politique, du faux semblant. C'est-à-dire que il y a une mise en abîme entre l'auteur, le narrateur et la manière dont est racontée l'histoire. Pourquoi ? Attention, spoil alert, dans le meurtre de Roger Ackroyd, c'est celui qui raconte l'histoire qui a tué. Vous pouvez quand même lire le livre, parce que c'est fascinant. Et donc, pour la première fois, d'ailleurs, elle s'est fait descendre en flèche par les critiques, pour la première fois, elle a roulé même le lecteur. Parce que ce qu'elle a raconté, c'était faux. En tout cas, pas tout à fait vrai, pas tout à fait juste. C'est la première fois qu'il y a eu une mise en abîme dans le roman policier directement entre le lecteur, l'auteur, le narrateur. Quand je vous parlais de Frankenstein tout à l'heure, on peut parler de Bram Stoker également avec Dracula. Nous sommes dans du roman épistolaire. Les liaisons dangereuses, Laclos, par exemple. On est dans du roman épistolaire, donc ce sont des gens qui se racontent sur de l'intimité, mais chacun ayant son style et chacun apportant un bout de lui-même. C'est d'ailleurs patent dans Frankenstein, à un moment, celui qui écrit les lettres à sa cousine raconte ce que le gars qui est venu dans son bateau raconte. Et il raconte quoi, le gars qui est venu dans son bateau ? Il raconte ce que la créature lui a raconté. Donc vous avez comme ça un développement en tiroir qui est super bien fichu. Je vous conseille de le lire en anglais parce que le vocabulaire est tordant. En français, il y a de très belles traductions également. Et en fait, vous avez comme ça un tiroir à 3 niveaux entre celui qui écrit la lettre, celui qui raconte l'épisode, de celui qui lui a raconté quelque chose. Avec le meurtre de Roger Ackroyd, vous arrivez un petit peu à quelque chose comme ça. Après, en termes de faux semblants, on va aussi sur d'autres choses. Les 10 petits nègres, où ils étaient 10. Là aussi, il y a une double narration dans l'œuvre. Et pour le coup, on est à la fois sur une enquête et un mystère.
On change encore une fois de paradigme avec les 10 petits nègres. Agatha Christie a créé un nouveau type de roman. Ça n'est plus du roman policier, ça n'est plus du roman à enquête, c'est le roman à suspense, pur et dur. Il y avait des prémices, hein. Ça n'est pas la première, mais étant donné qu'Agatha Christie, c'est la personne qui a vendu le plus de livres jusqu'à J.K. Rowling, on peut présumer quand même que c'est la première à avoir diffusé cette idée, réellement, complètement, partout. Et en fait, elle est tout à fait dans son époque. Il faut se rappeler que c'est une époque où la femme s'est rebellée. Par exemple, dans les Pendules ou Meurtre au champagne, nous sommes avec des enfants rebelles, des filles qui sont en train de se battre contre l'aristocratie, contre les mâles, contre les hommes. C'est hyper féministe. Ce sont des femmes qui se revendiquent femmes dans un monde de femmes. C'est déjà très bien, étonnant. Mais les suffragettes, les garçonnes, il y a eu tout un mouvement comme ça en Angleterre, années 1820, 1830, 1840, qui ont amené énormément de nouvelles façons de penser qu'on ne trouvait pas en France, hein, je vous rassure. D'ailleurs, en France, on a trouvé d'autres choses. Parce que on est dans les années 1820. Hercule Poirot s'en manquait beaucoup, d'ailleurs. Hercule Poirot pensait qu'on pouvait résoudre une enquête assis à son bureau. Et il le démontre tout le temps. Miss Marple, elle, c'est plus, bon, on va faire une petite causette, et puis en causant comme ça avec les gens, il y a toujours un petit bout de vérité qui va apparaître. Miss Marple est un peu plus tardif dans le discours d'Agatha Christie. Pourquoi? Parce que à un moment donné, elle avait besoin de reprendre un petit peu corps dans une figure tutélaire, et penser à une vieille dame pouvait être intéressant pour elle. Qu'est-ce que vous préférez, Hercule Poirot, Miss Marple? Moi, je sais pas trop. Honnêtement, je préfère ces one-shots que vraiment toute la série Marple et Poirot. En revanche, le personnage de Poirot, magnifique. En parlant de personnage, Poirot se moque énormément d'un dénommé Freud. Je sais pas si vous le connaissez. Voilà. Avec Freud, il y avait aussi un autre type qui s'appelle Lacan. Voilà. Et puis il y avait un autre type un peu plus tard qui s'appelait Jung. Voilà. Alors c'est pas les mêmes, mais c'est un peu les mêmes. Ils racontent des choses pareilles. Hein. Il faut faire touche pipi avec maman et pas touche pipi avec papa. Enfin des choses comme ça. Je ne me moque pas du tout de la psychanalyse. Je fais juste une lecture par rapport à... Si je m'en moque. Si. Mais cela étant, Freud a posé vraiment un discours absolu à un moment donné. Freud a dit, attention, tout ce qui nous dirige dans le monde vient de la psyché. Tout ce que nous faisons à un moment donné vient de quelque part dans notre enfance. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que le noir avait une explication. Puis avec ça, bien sûr, il y a eu pas mal de choses, des avancées scientifiques. Il y a eu la morphopsychologie. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, c'est dans les années 40, 50. En fait, c'est le visage du tueur. C'est si tu as tel nez, telle bouche, attention, toi, t'es un psychopathe. Bon, ça marche pas. Hein, on sait depuis longtemps que ça marche pas. Mais certaines personnes au 19e siècle avaient imaginé qu'il pouvait y avoir des correspondances entre le physique et le trait criminel. Et ça a été repris après la psychanalyse, jusque dans les années 50, 1950, 1960. Donc pendant un siècle, et même un peu plus, on a pensé que... Mais avec cette arrivée assez tôt, tout de même, dans le roman policier de la psychanalyse, il y a eu quelque chose qui est arrivé également, c'est la psychologie du tueur. Et là, vous avez le maître incontesté de la psychologie du tueur qui arrive. Il s'appelle Georges de son prénom, Simenon de son nom. Et il a fait le meilleur psychologue qui soit, Maigret. Alors pourquoi Maigret? La pesanteur, la bonhomie, l'éloignement, la colère, la frustration. C'est un homme qui capte tout. Il capte toute la noirceur qui existe dans le monde et il la projette. Pour comprendre Maigret, il faut lire Le Chien jaune. Pour comprendre Maigret, si vous lisez Le Chien jaune, vous avez tout. Vous avez à la fois la force, vous avez la
comment dirais-je, la pugnacité, vous avez l'éloignement, la distance, vous avez l'empathie, vous avez l'envie de faire du mal, quand même un petit peu, et l'envie de faire le bien. Vous avez l'ombre, vous avez la lumière, vous avez la mer, vous avez les barres, sombres, glauques, froids, serrés. Et vous avez cet homme immense, fort, baraque. Bon, faut resituer dans l'époque, 1m80, 135 kilos, quoi. À peu près. Quoique j'ai perdu un peu. Non, il n'avait pas la barbe. Et il a commencé à naître avec un chapeau melon. Puis après, il a eu une sorte de Stenson. Puis après, il a évolué avec d'autres types de chapeaux. Mais imaginez quand même un mec, 1m80, là, avec le petit chapeau melon sur le... Et pourtant, il y avait quelque chose. Maigret, l'alcoolique Maigret quand même, qui boit par roman entre 2 et 3 litres de prunes. Voilà, c'est Maigret qui attaque dans le petit bar d'à côté, la brasserie, qui est la brasserie Dauphine, juste en face de chez lui, au 36, et qui commande des sandwichs avec des litres de bière, qui fait des interrogatoires avec des litres de bière. Il y a eu une étude très intéressante d'une fille qui fait partie de Lollipop, qui a compté le nombre de verres que buvait Maigret. Heureusement, arrivé à peu près à 50-60 romans, Simenon a décidé que Maigret devait avoir un ami. Et c'est un ami médecin qui lui a conseillé quand même de ralentir un petit peu sur l'alcool. Voilà. Bon, quand il ralentit sur l'alcool, voilà. Mais pour autant, là, c'est la partie drôle, mais symptomatique d'une époque. Maigret, c'est 83-84 bouquins. Maigret, c'est 60 ans d'écriture. Maigret, c'est 60 ans d'histoire de France. Maigret, c'est le 36, la police, l'avènement de tout ce qui est sous la 3e, 4e et 5e République, ce qu'est la force, les forces de l'ordre. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez avec Maigret tout ce qui est le CPP, le Code de procédure pénale. Ouais. En fait, toute l'explication du travail policier. Et vous avez donc, outre la personnification de l'enquêteur, outre l'aspect psychologique, vous avez également un glissement vers le roman policier descriptif qui décrit l'arbre judiciaire, qui décrit effectivement ce que pourrait décrire la firme quelques années plus tard. Voilà. Et là, vous allez rentrer dans des livres plus récents, avec des Michael Crichton, des John le Carré. Alors, John le Carré a fait beaucoup de romans d'espionnage, mais il a fait quelques romans policiers également. Et c'est extrêmement intéressant. Le dernier qui a été signé de John le Carré, en fait, qui a été finalisé par son fils, dans ce domaine-là, c'est une véritable enquête policière dans le monde de l'espionnage. Je le conseille, c'est vraiment une merveille. Donc, la psychologie arrive, la psychologie bonhomme. Après la psychologie bonhomme, on va découvrir d'autres choses. On va découvrir l'ère du mal, le sens du mal. On va découvrir vraiment... Maigret a commencé à dépeindre la société telle qu'elle était dans les bas-fonds, dans la réalité, dans le populaire, dans le sale, mais aussi dans la bourgeoisie. Et vous allez avoir deux pendants différents. D'un côté, vous allez avoir P.D. James. Vous allez avoir un certain goût pour la mort, avec l'avènement du roman policier pur, dans une étude sociale. Et là, vous allez avoir un nouveau glissement, justement, sur l'empreinte de la société dans le roman policier. Très intéressant. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Et vous allez avoir aussi un rapport à la réalité. Tout comme il y a eu les auteurs naturalistes avec Zola, avec Victor Hugo, avec Balzac ou autres, vous allez avoir un rapport à la réalité avec certaines œuvres, le Dahlia noir. Un crime qui a fait sensation, qui est repris, qui est écrit. Et là, vous allez avoir des choses très, 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 très intéressantes, qui est toute la série des livres policiers en rapport avec la réalité. Je dis bien en rapport avec la réalité et pas forcément descriptive de la réalité en tant que telle. Voilà, on n'est pas non plus sur des biographies, on est sur du roman, on reste sur du roman. Le Dahlia noir est un axe d'étude de l'auteur, un point de vue particulier sur un meurtre. C'est comme de regarder JFK aujourd'hui et de se dire, bon, alors Lee, il était seul ou pas? C'est exactement la même chose, sauf que là, c'est
par rapport à un meurtre. Avec P.D. James et ce type de roman-là qui étudie la société, qui va amener également à la lecture des faits divers, je ne parlerai pas de tout ce qui est Jack l'Éventreur. Si on en parle encore maintenant, je vous l'ai expliqué, c'est parce que effectivement, avec l'urbanisation, il y a eu quelque chose qui a fait que les villes ont créé des monstres et les ont marqués. Mais créer des monstres, ça veut dire que les monstres existent. Et vous avez dans ce cas-là Thomas Harris. Vous avez Hannibal Lecter, le vrai monstre par excellence. Vous avez Octobre Rouge. Octobre Rouge, oui, je sais plus. Vous avez, c'est pas Octobre Rouge, mais c'est pas grave, Dragon Rouge. Et vous avez Dragon Rouge, après vous avez le Silence des Agneaux, pas le Seigneur des Anneaux, le Silence des Agneaux, et toute la série Hannibal Lecter et autres. Là, vous allez rentrer dans un nouveau type de roman, et c'est extrêmement intéressant parce qu'il arrive au moment où la société est prête à ça. Vous avez le FBI qui a été créé aux États-Unis. Avec le FBI, vous avez eu des enquêtes qui ont été menées au-delà des frontières. Vous avez découvert des choses qui sont extrêmement étranges. Entre autres, on a découvert qu'en Russie, il y a une femme qui a tué près de 600 personnes. On a un meurtrier au Venezuela ou en Colombie, je ne sais plus, qui a tué plus de 500 personnes. Oui. C'est là que remontent des affaires comme le docteur Petiot en France, qui aurait tué à peu près 69-70 personnes. Et aux États-Unis, vous allez avoir toute une série de tueurs comme ça qui vont être très, très, très marrants et dont on parle encore dans toutes les séries comme Criminal Minds et dont s'inspire forcément Thomas Harris. C'est le fameux tueur en série. Le tueur en série. Alors, qu'est-ce que c'est un tueur en série? C'est un tueur qui fait une série de meurtres. Mais là, ça n'est pas qu'une série de meurtres, parce que dans Simenon, vous en avez déjà des tueurs en série. Entre autres, dans un des Simenon, vous avez un dentiste qui tue beaucoup de gens et qui les enterre dans la cour. Voilà, c'est très intéressant. En fait, il fait des avortements à des femmes et quand elles meurent, bon, bah, il les finit. Voire que quand elles meurent pas, il les finit quand même. Donc, on est vraiment sur le tueur en série. Mais c'est Thomas Harris qui a amené quelque chose avec ce personnage, Hannibal Lecter, qui est la psychopathologie. Et pourquoi on parle de psychopathologie à partir de Thomas Harris? Tout simplement parce qu'on en parle dans la société. Tout simplement parce que le FBI vient d'ouvrir tout un pan de l'étude du comportement qui donne Esprit criminel, la fameuse série en 38 saisons. Bon, 20, mais quand même. Et qui parle de quoi? De l'esprit qui est pathologiquement lié à la criminalité. Extrêmement intéressant. Encore une fois, vous avez le roman policier qui, au travers de l'histoire, va ramener quelque chose de la société dans l'œuvre. D'ailleurs, au fur et à mesure, le livre policier va se décliner. Mais il va pas faire que ça, il va pas faire que raconter l'histoire contemporaine, il va également raconter l'histoire en tant que telle. Le fameux roman historique policier, où on va aller à la cour du roi Louis XIV pour comprendre pourquoi telle personne a tué telle personne. Qui a ourdi le complot? Mon Dieu! Vous allez avoir des auteurs à succès comme Jacques Expert qui vont aller dans ce filon-là, qui vont être très bien. Christian Jacques également. Alors là, Christian Jacques, très très bien. Vous allez avoir des séries aussi qui vont mêler les genres, qui vont transcender un petit peu tout ça, qui vont aller du thriller au roman d'enquête, au roman policier pur et dur et au roman historique. Je citerai pour ça, par exemple, la série des Marcas. Voilà, Antoine Marcas de Giacometti et Raven. Et là, vous allez avoir vraiment une série d'enquêtes avec des épisodes d'histoire, voire sa deuxième série, enfin leur deuxième série à Giacometti et Raven, toujours sur un Marcas, mais un grand-oncle ou autre, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce que vous allez retrouver avec la trilogie berlinoise, par exemple, de Philippe Kerr. Le roman policier devient au fur et à mesure, alors qu'il était décrié que c'était un roman populaire. Qui dit populaire, en général, c'est plutôt de basse extraction, pas forcément top, devient au fur et à mesure comme ça une véritable littérature. Il transcende son style pour aller au-delà de son style. Et de plus en plus, vous allez trouver des romans policiers qui vont aller de Harlan Coben ou de Marine Ginsclark, donc des histoires
je vais pas les qualifier de bluettes, mais des histoires quand même relativement simples, à des choses beaucoup plus complexes où on va rentrer vraiment dans ce que l'homme a de plus sale. On va aller avec la série, par exemple, des Ludivine von Ker de Maxime Chatham, aller chatouiller vraiment le détestable, l'horrifique, mais l'horrifique dans le sens de la nature humaine. Il va aller dans son triptyque, la théorie Gaïa, Prédateur et les arcanes du chaos, aller chatouiller sous un format un petit peu policier. Par exemple, les arcanes du chaos, c'est une enquête de journaliste. La théorie Gaïa, on est plus sur une enquête sociale. Quand vous allez sur Prédateur, c'est une enquête dans l'armée, d'une certaine façon. Je vous raconte pas les livres, il faut les lire, ils sont magnifiques. Et avec tout ça, en fait, vous allez taper directement, grâce à ce qu'on pourrait qualifier de roman policier, à quelque chose de tout autre. Et là, vous allez taper dans de la littérature, dans ce qu'on appelle le thriller, au sens général. Mais le thriller, c'est quoi? C'est l'effroi. L'effroi, c'est qui se regarde dans l'abîme, finit par y tomber. Bon, formulation nietzschéenne un petit peu abusive, on est d'accord. Mais il n'empêche que c'est ça. Qui regarde l'abîme, l'abîme le regarde, le contemple. Et avec cette nouvelle manière d'écrire, ces nouveaux romans, nous allons venir titiller le mal, mais le mal dans sa source, non pas dans son explication comme on pouvait l'avoir avant avec les romans déductifs. Les romans déductifs de Sherlock Holmes, c'était, il y avait un meurtre, il y avait un méchant, le méchant il voulait faire ça, et hop, on a déjoué le complot. Alors, je résume, on est bien d'accord, ça reste sublime. Quand on est dans les 4 d'Agatha Christie, c'est pareil. Il y a un sens à la chose. Quand on attaque La blonde en béton, une enquête de Harry Bosch écrite par Connelly, il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens. Pourquoi cette fille a été enterrée dans du béton? Alors là, on sort du cadre. Quand on va aller titiller un petit peu autre chose, par exemple les fondements de la réalité. Parce que le roman policier aujourd'hui va au-delà du roman policier. Et vous avez Preston and Child avec leur inspecteur Pendergast. Lui, il va aller titiller l'ésotérisme, le faux, ce qui est derrière. Il va aller titiller la magie, il va aller titiller le surnaturel. Il va le titiller. Vraiment, ils vont le titiller, ce sont 2 auteurs. Et ce sont 2 auteurs en plus historiens, donc extrêmement documentés dans ce qu'ils font. Et là, vous allez chatouiller une zone qui est pas confortable pour nous, le lecteur, qui est notre propre crédulité à rentrer dans quelque chose, notre propre propension à aller chercher l'information. Ce que je reviens d'ailleurs à ça, c'est ce que je disais par rapport aux magazines. Pourquoi les magazines ont cherché des auteurs policiers, des auteurs de ce type d'écriture? C'est tout simplement que quand il y a un accident sur la route, on s'arrête tous pour regarder. C'est naturel. Et c'est ce que décrit le roman policier. Et le roman policier, dans l'histoire, justement, c'est ça. C'est comment, à partir de ce qu'il y a de pire, de méchant, le roman policier, c'est d'écrire l'abject, ce qui réfute l'ordre établi. C'est parler de ça. Que ce soit avec un héros qui gagne ou un héros qui perde, en tout état de cause, c'est ça. On a bravé l'autorité, on a commis un crime. Ce crime, c'est un crime contre la société, non plus contre un homme, mais contre la société, contre une loi, contre une administration complète, contre un État, contre un pays, en tout cas contre ce qui érige la solidité et le socle du pays ou de l'État. Et d'un seul coup, on va glisser comme ça. Et ça titille les sens. On va dans ce qu'on ne peut pas faire naturellement, normalement. On va toucher avec le roman policier, tout simplement à l'irréalisable. C'est un exutoire absolument magnifique. Et c'est d'ailleurs pour ça que les magazines ont très bien fonctionné. C'est qu'il y a la tension, il y a le suspense, mais il y a aussi tout l'appel à notre voyeurisme. Et aujourd'hui, le roman policier
devient une littérature à part entière qui est extrêmement reconnue. Le roman policier dans le monde représente à peu près un tiers des ventes. À peu près. Sachant que ce qui vend le plus, c'est soit la maladie, soit les régimes, soit le développement personnel. Voilà. Presque 50% des ventes en France entre 2020 et 2025, c'est le développement personnel. En revanche, les auteurs policiers s'en sortent bien avec des ventes à 200, 400 000 exemplaires. Sachant qu'un auteur comme moi, c'est pas 200 000, c'est 200. Ça vaudrait bien les 200 000, croyez-moi. Voilà. Alors, je n'ai pas d'heure. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc, vous avez vu durant tout ce passage-là ce qui a construit le roman policier, ce qui a permis également de le mettre en place, ce qui est aussi et surtout la curiosité du lecteur avant tout. Si ça fonctionne, si c'est populaire, c'est que le peuple le veut. Sinon, ça se vendrait pas. Avez-vous des questions ? Tout ce qu'on n'a jamais écrit, ça n'est que l'enlèvement d'Hélène. Rien n'a été écrit qui ne soit directement issu de l'origine même de l'écriture. L'origine même de l'écriture, qu'est-ce que c'est ? C'est l'épopée de Gilgamesh. Voilà, Gilgamesh, qui était un roi-dieu, qui met les dieux en colère, on lui donne comme ça un ennemi juré, Enkidu. Finalement, ils partent guerroyer tous les deux, ils deviennent des frères d'armes, des frères de sang, des frères d'âme. Enkidu meurt, et là, forcément, Gilgamesh devient le meilleur roi d'Uruk. On n'écrit que ça. Ce qu'il y a, c'est que dans un roman, le roman au sens propre, nous sommes toujours dans l'intrigue du présent, du moment. Il fut des périodes où on avait besoin de légèreté. Donc, on a écrit de la légèreté. Mais c'est pas la seule chose que nous avons écrite. Il y avait également du lourd, du pesant. Il y avait des romans de guerre pendant la guerre. Pensez-vous que les romans de guerre pendant la guerre s'achetaient ? Pensez-vous que les auteurs qui ont fait des romans de guerre pendant la guerre s'en sont sortis financièrement et ont envie de faire la même chose ? C'est très bête, mais en fait, dans la littérature, il y a des livres et il y a ceux qui restent. Ceux qui restent, ce sont ceux qui sont porteurs d'une époque, ceux qui sont porteurs d'un message, ceux qui sont porteurs d'une unicité quelque part, que ce soit l'unicité de l'auteur, l'unicité de l'œuvre ou l'unicité de sa résonance à une époque. Aujourd'hui, quand on relit 1984 d'Orwell, même sans avoir une lecture de Hannah Arendt et du totalitarisme, on voit à quel point il est simple de basculer. Si on le croise avec La Vague, par exemple, et cette facilité à, créer des engrenages entre personnes qui vont presque de façon symbiotique s'éloigner de tous les autres jusqu'à l'exclusion, on revoit aujourd'hui des choses qui se passent. Et d'ailleurs, les livres qui sortent aujourd'hui, quand ils sont des livres puissants, forts, ce sont des livres qui rentrent sur ces analyses. Il faut être conscient que quand on voit un Trump, un Bolsonaro ou un Poutine à la tête du monde, les livres qui sortent aujourd'hui, pour qu'ils soient forts, il faut qu'ils soient plus forts que ces images-là. Pour qu'ils restent, il faut qu'ils les transcendent. Et donc, pour répondre à ta question par rapport à la cyclicité des romans, en fait, c'est tout simplement que les livres répondent à une période, et en fait, ceux qui restent, ce sont ceux qui ont émergé par rapport à une pensée générale. Ceux qui demeurent par rapport à cette pensée-là, par rapport à cette époque-là. Mais je reprends 1984 d'Orwell, lorsqu'il est sorti, en 1948, le New York Times titrait «
tous les best-sellers de l'année. La seule chose qui a été dite sur 1984 d'Orwell, qui est l'un des livres les plus fondateurs de la pensée actuelle, en termes de roman, un auteur à suivre. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de me dire qui était best-seller en 1948? En fait, personne. Hein. La liste des auteurs, vous regardez, à moins vraiment que vous soyez féru de bouquins vraiment surannés et autres, le livre qui reste, c'est 84 d'Orwell. C'est le concept Van Gogh. C'est simple, c'est le concept Van Gogh. Ce qui reste, c'est l'œuvre en tant que telle. Et l'œuvre, elle reste pourquoi? Parce qu'elle résonne avec les peuples. Elle résonne avec l'époque. Sans ça, il n'y a rien. Pourquoi on écrit du policier? C'est une question qui revient souvent. Et également, est-ce que votre femme n'a pas peur que vous écriviez des romans policiers? Oui, j'aime tuer. Et alors? C'est pas grave, ça. C'est pas grave. En fait, on a tous nos démons. Lisez L'Enfer de Dante. Honnêtement, Thomas Harris, c'est un petit joueur. Hein. Avec son Hannibal Lecter, voilà, vous prenez l'épopée d'Ulysse, enfin, je suis désolé, mais Ulysse, il décime. Hein. Voilà. Vous prenez... mes héros, on va rester dans la Grèce. Thésée qui courtise Ariane pour finalement épouser Fred, pour prendre la place de son père. Ah, pas mal. Voilà, l'erreur de drapeau, effectivement. Thésée qui revient au port, mais avec le mauvais drapeau. Son père se jette dans la mer Égée, parce que c'est son père. Égée, son père, dont voilà. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on écrit un bouquin policier? Pour ma part, j'aime ça, j'aime tuer, j'aime aller au bout des choses, et c'est un bon moyen pour moi d'aller voir ailleurs. Je pense que c'est dans le pire que l'on trouve le meilleur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller toucher la limite pour effleurer l'espoir. Et comme nous sommes dans une période depuis 15 ans où on a besoin d'espoir, on va de plus en plus loin dans la limite. D'autant plus que nous sommes dans une société qui est extrêmement policée. Nous sommes dans une société lisse, au discours lénifiant, permanent. On est dans une forme d'infobésité, j'aime bien le terme, qui fait que infobésité, c'est le surplus d'informations qui vient étouffer la pensée. Et en fait, on est dans une forme d'infobésité telle que quand on regarde BFM TV ou j'ai oublié l'autre chaîne là de propagande, comment elle s'appelle? CNews, merci. Oui, LCI, oui, enfin. Donc, en fait, vous voyez, le pire en permanence, c'est la peur en permanence. Et c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien tourné. On ne peut que adhérer gentiment dans son canapé à « Ah, il y a encore des morts à Gaza. Oh merde !» Donc, on a besoin de quelque chose qui vienne toucher aux tripes. Et pour toucher aux tripes, il y a quoi? Le développement personnel, parce qu'on se rend compte quand même qu'on est dans la merde et qu'on va pas si bien que ça. Meilleure vente. Les bouquins sur les régimes, parce que quand même, à Gaza, ils ont pas de quoi bouffer, mais nous, devant la télé, c'est un peu délicat avec le stress, vous comprenez, le boulot, là, le patron, le burn-out, on bouffe un peu, quoi. Puis après, vous avez les romans policiers. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a un accident sur le bord de la route, on s'arrête pour regarder. Et ça nous fait nous rendre compte qu'on est quelque part un petit peu en vie. On aime bien avoir peur, mais dans un fauteuil. Voilà, c'est ça. On vient titiller nos angoisses, mais ce sont des angoisses qui sont fermées. Pourquoi les livres d'horreur et Stephen King a si bien marché? Tout simplement parce qu'à un moment donné, on est allé sur quelque chose d'horrible. Pourquoi Dario Argento, avec La Nuit des Morts Vivants ou les choses comme ça, a vraiment explosé dans les années 50 et 60? Premières images de l'Holocauste.
À la télé, on passait des reportages qui nous montraient des entassements de cadavres. D'un seul coup, le film d'horreur explose avec des entassements de cadavres qui marchent. La nuit des morts vivants. On est de cet ordre-là. Après, je suis d'un autre ordre également, et je pense que beaucoup sont comme moi. Ça s'achète. Donc ça se vend. Pour que ça s'achète et que ça se vende, il faut l'écrire. Et comme le livre est tout de même une industrie, les maisons d'édition nous disent quand même quelquefois, bon, écoute, là, ton bouquin, tu vois, là, tu vas sortir un bouquin sur la mort, c'est bien, la fin de vie, bon, un gamin de 29 ans qui va mourir, qui s'appelle Benoît, il lui reste 2 mois, d'accord. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais t'as pas un petit meurtre, là, histoire de relancer les ventes? Voilà, tout simplement. Tout simplement, pourquoi ça se vend? Parce que ça s'achète. Pourquoi on écrit du roman policier? C'est pas pourquoi on écrit du roman policier, c'est pourquoi on les voit. Parce qu'en fait, tous les auteurs écrivent. Il n'y a pas de style, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de manière qu'on écrive une histoire d'ailes, de hibou, de choses comme ça, qu'on écrive une histoire de maison, qu'on écrive une histoire de romance à l'ancienne, qu'on écrive des poèmes ou autres. On écrit ce qu'on est. L'auteur n'écrit jamais que ce qu'il est. Que ce qu'il est. Pour qu'il écrive bien, il faut qu'il soit bien. Alors, pas bien dans le sens, c'est juste qu'il soit bien avec ses idées, qu'il ait la compétence de ses idées, qu'il ait la compréhension de ses idées, qu'il ait le monde de ses idées. En fait, un écrivain, c'est un monde. Quel que soit le monde, on s'en fout. Après, qu'est-ce qui fait qu'un livre va venir plutôt qu'un autre? Van Gogh. Encore une fois, c'est le plus grand artiste de tous les temps qui a vendu 2 toiles. Une pour un repas. C'est l'effet Van Gogh. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre passe et pas une autre? Qu'est-ce qui fait que Monte Cristo a du sens encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on parle encore de Enkidu? C'est simple. À un moment donné, il y a quelque chose qui fait que. Ça peut être le pur hasard. Rappelez-vous le film 2012. Dans 2012, des gens jettent des milliards pour avoir des bateaux super magnifiques pour pouvoir survivre à un raz-de-marée généralisé. Voilà, c'est la fin du monde, c'est le calendrier Maya, que personne n'a jamais rien compris à comment fonctionnait le calendrier Maya, mais bon, c'était la fin du monde en 2012. Bon, peut-être un peu après, ça sera le cas, pour l'instant, ça va encore. On tient le coup, on tient le coup. Mais 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Un auteur minable qui a fait un petit livre presque en auto-édition, alors que les bateaux sont chargés de bibliothèques hyper rares, la Bible de Gutenberg, des choses comme ça, lui, il arrive, et puis, en fait, il y a son bouquin dans le bateau, tout simplement parce que, par hasard, quelqu'un le lisait à ce moment-là. C'est tout. Le hasard fait que le livre va rester, va demeurer, va peut-être être structurant pour la nouvelle société que ces quelques-uns dans le bateau vont faire. C'est con, mais c'est ça aussi. Combien d'œuvres ont été écrites sous la Rome antique? Combien de livres ont brûlé par Néron? Combien? Combien d'histoires n'ont jamais vu le jour parce que quelqu'un n'a pas eu la force d'aller voir un éditeur? Combien n'ont pas vu le jour parce qu'il n'a pas eu le moyen de faire de l'auto-édition? Je rappelle quand même que beaucoup d'auteurs connus aujourd'hui ne sont connus que parce qu'ils ont payé leurs livres. Et des très grands. Des très très grands. En fait, ce qui fait qu'à un moment donné, le livre reste, c'est à la fois un hasard, mais pas que. Parce qu'il faut aussi qu'il rentre en résonance à un moment donné avec ce monde-là. Qu'est-ce qui fait qu'on écrit des romans policiers? En fait, c'est juste l'inspiration du moment. Je pense que la plupart des gens qui écrivent des romans policiers, encore aujourd'hui, c'est parce que ils ont envie de titiller le mal. Ils ont envie d'aller chatouiller là où ça fait mal, dans le sens là où ça dégueule, là où ça, c'est un peu une forme de diarrhée verbale aussi pour certains. C'est le gore, c'est le sang, c'est l'excrémentiel, c'est quelque chose de nauséabond, c'est la charogne. Oh, magnifique! Qui se souvient de ce poème? Hein? Bon, c'est un poème célèbre, je vous conseille d'aller le voir. Enfin, d'aller le lire. C'est la description d'une charogne d'une façon poétisée. Très, très...
On sent bien les odeurs, on a bien les goûts, les machins. Mais c'est... Alors, je peux vous conseiller aussi le chanteur de Rammstein, qui a coécrit un recueil de poèmes traduit en français, qui est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Pour le coup, on est dans une forme excrémentielle de la poésie qui est très titillante. Et pourquoi on écrit ça? Pourquoi on écrit ça? Le sang se trouve dans la vie. La vie se trouve dans le sang, pardon. La vie se trouve dans le sang. Ouais. Allez, un petit coup de Bible comme ça. Lisez la Bible. C'est un super roman de thriller. C'est magnifique. C'est un thriller, mais génial. Il y a un grand méchant qui est un grand gentil tout-puissant qui tue tout le monde. Voilà. Il y a des gens qui sont sauvés dans des bateaux, comme 2012. Enfin, non, je plaisante là-dessus. Mais effectivement, sans parler de religion, je ne me permettrai pas de critiquer la sacralité de l'œuvre. En revanche, l'œuvre en tant que livre est extrêmement intéressante. Et il y a déjà tout dedans. Il y a déjà tout dedans. Et il y a déjà tout dans l'œuvre grecque. Effectivement, quand on lit Phèdre, il y a tout dedans. Il y a déjà tout. Il y a la trahison, la mort, la vie. Il y a le meurtre. Il y a le sexe, la luxure. Il y a l'envie enfin, il y a cette envie-là qui est purement humaine, qui est juste l'attrait de la nature humaine pour une forme de destruction, de banalisation et en même temps d'exceptionnalité. Qui ne rêve pas d'être exceptionnel? Qui ne rêve pas d'être quelqu'un à part? Et en même temps, en étant cette personne à part, qui ne rêve pas d'être tout le monde? D'être commun, d'avoir son égal? Si Sherlock Holmes a besoin de Moriarty, pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il a besoin d'avoir son égal, d'avoir son pendant, d'avoir quelqu'un qui est comme lui, qui est à la manière de, dans lequel il peut se reconnaître. Pourquoi on écrit des romans policiers? C'est parce qu'à un moment, on a besoin également de se reconnaître dans une forme de violence, dans une forme d'exultation, dans une forme de joie au meurtre, de joie au viol, de transcender la torture, être le tortionnaire de ces personnages et en même temps se laisser dépasser par eux. Imaginez être tranquillement en train... J'ai eu le cas une fois, c'était quelque chose de vraiment ardu pour moi. On m'a commandé une scène de viol. Je suis plutôt de sexe poli, pour le dire comme ça. Voilà. Donc la violence, c'est pas mon truc. J'aime pas quand c'est rouge, quand c'est vert. C'est pas mon truc. Hein, et on m'a commandé une scène de viol. Et j'ai écrit 2 pages sur une scène de viol. Une fille jeune, 15, 16 ans, avec son frère. T'as quel âge? Voilà, à peu près la même chose. Je ne vais pas la décrire. Je m'en passerai. Cependant, quelques jeunes, 17, 18 ans, 20 ans, font ce qu'ils font. Et cette scène, on me l'a commandée. Et dedans, j'ai été dur. J'ai été extrêmement dur. Je suis allé au bout de ce que j'avais déjà vu ou entendu. Il faut savoir que j'ai été officier de gendarmerie et à l'époque, on m'a commandé cette scène de viol. J'avais pu discuter avec quelques personnes qui avaient enquêté sur ce genre de choses. Mais en fait, aujourd'hui, si je m'en souviens encore, et je pense que je serais encore capable de l'écrire au mot près, c'est parce que j'ai touché à quelque chose qui est de l'ordre d'une limite. Si on écrit des policiers, si le roman policier s'est installé également aussi fort dans la société, c'est parce qu'il a touché à nos limites. Pourquoi à Whitechapel, on en parle encore? 4 prostituées tuées, 5, pardon. Pourquoi on en parle encore? Quel est l'intérêt? Des prostituées, il en meurt tous les jours. Pourquoi on parle de Whitechapel? Pourquoi on parle de Jacques l'Éventreur? Pourquoi c'est devenu une icône? Pourquoi? En fait, c'est tout simplement parce qu'on touche une limite. On touche à la fois une limite qui est dans notre propre chair, le couteau, la vulnérabilité, l'enfantement qui est mort d'un coup. On touche également au plus vieux métier du monde, on touche à la mère, on touche à la femme, on touche au sexe. On touche au mystère. Le mystère, lequel?
qui était le tueur. Tout le monde a sa petite idée. On le sait peut-être, on le sait peut-être pas. Là, il y a encore, au niveau de la police anglaise, des tests génétiques pour essayer de retrouver une filiation et possiblement un meurtrier. Là, on touche à une limite, la limite propre à l'être humain, qui est la limite de sa propre chair. Pourquoi on aime les livres d'horreur, les films d'horreur? J'ai lu Le Chant de Kali, j'avais 11 ans, 12 ans. Je m'en souviens encore. Pourquoi je m'en souviens encore? C'est que justement, je suis allé à une limite. Pourquoi la scène d'Indiana Jones et le Temple maudit, quand il est en train d'arracher le cœur, est si impressionnante? C'est parce qu'on touche à une limite. Et c'est ça qui fait l'œuvre. C'est ça qui fait l'humain. C'est ça qui fait le roman. C'est ça qui fait la littérature et l'œuvre d'art. Quand on va peindre, je suis navré, mais quand on va peindre, on va pas juste. Non, c'est ses tripes, c'est son cœur. On peint avec son sang. Enfin, j'arrêterai les images parce que on peint avec beaucoup de choses à l'heure actuelle. C'est ça qui est intéressant. C'est aller titiller cette limite. Et en titillant cette limite, avec le roman policier, on va au-delà parce qu'on touche aux limites même de ce que permet la société. Avant, la barbarie était normale. Nous sommes dans la société la plus policée de tous les temps. Nous sommes dans la société où la barbarie et la violence est la plus basse de tous les temps. Aujourd'hui, on crie au scandale quand un gamin écrit au feutre sur un bus. On va crier au terrorisme, à la mise en terreur d'autrui pour des gens qui jettent du jus de tomate sur un cadre en verre. Vous vous rendez compte du truc? On est arrivé à un tel niveau, oui, d'aseptisation, de vide, de vacuité totale, en termes d'émotion, en termes de sentiments, en termes de force, qu'on vient dire à des gens qui balancent du jus de tomate sur des plaques en verre que ce sont des terroristes. Pendant ce temps-là, il y a des mômes qui meurent à Gaza parce qu'ils n'ont pas à manger. Je parle de Gaza parce que c'est d'actualité. Je pourrais parler du Rwanda, pareil, du Darfour. Je pourrais parler des Ouïghours. Je pourrais parler de tous ces gens-là. Je pourrais parler, tiens, saviez-vous qu'au Canada, jusque dans les années 90, on stérilisait d'office les gens qui avaient moins de 80 de QI? Bon, ça n'émeut personne. Pourtant, dans les années 80, on connaissait Mengele, on connaissait ses travaux. On avait travaillé sur le nazisme, on avait travaillé sur la force. Mais j'en reviens à Hannah Arendt. Hannah Arendt, quelque part, la médiocrité du mal. Pas la banalité, mais la médiocrité du mal. Sa médiocrité dans le sens où il n'a rien d'exceptionnel. Et justement, si on écrit des romans policiers, si on écrit des romans polars, des romans d'horreur, si on écrit du thriller, et si on a les pendants avec le feel good, c'est juste pour sortir de cette médiocrité. C'est juste pour aller titiller quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnel. Pourquoi les romans d'heroic fantasy sont une telle niche? Pourquoi Le Seigneur des Anneaux est si fort comme roman? Pourquoi Fondation de Asimov a été à ce point une fondation de la littérature? Encore une fois, on a titillé des limites. Les limites de l'imaginaire, les limites de la connaissance, les limites du rêve, les limites de l'âpreté avec les romans policiers. On peut aller au-delà également, mais voilà pourquoi on écrit des romans policiers, c'est pour toucher ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le roman policier, c'est de la vraie littérature, et c'est pour ça aussi que le roman policier aujourd'hui est à ce point important, c'est parce que, en fait, il dépeint ce que nous n'osons plus nommer. Il va dans ce que on ne sait plus aller chercher, tellement c'est banal, tellement c'est rendu. Pour tout vous dire, je parlais de ma scène de viol tout à l'heure. Ce que j'ai écrit m'a retourné. Les rapports que j'ai lus pour l'écrire, je n'ai pas pu les lire. C'était des faits réels. C'était des faits réels. On n'en parle pas, on les voit pas, mais on a besoin d'un exutoire. On a besoin de se sortir ça de la tête, on a besoin de se dire que ça existe, mais que ça n'existe pas vraiment. Et voilà.
Voilà pourquoi le bouquin policier, aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, est si fort. Il est si fort parce qu'on est dans des sociétés de plus en plus lisses, de plus en plus fades, et comme elles sont de plus en plus lisses et de plus en plus fades, comme on n'est plus réellement confronté à l'horreur parce qu'on l'éjecte soit par le prisme de l'écran, soit par le prisme des médias type Internet ou autre, bah, qu'on va aller les chercher. On va les chercher dans les films, on va les chercher dans les séries, on va les chercher dans les documentaires de Jean-Luc Anglade. Voilà, c'est là qu'on va les chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a l'écran en face, parce qu'il y a quelque chose, un support. On n'est pas obligé d'être dans le réel, dans le concret, dans le direct, dans l'immédiat. Et pourtant, nous y sommes. C'est pour ça qu'on écrit des romans policiers.